Bienvenue sur Science Num, le podcast de Télécom Sud Paris qui vous raconte les travaux et innovations qui sont développés au sein de l'école dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, mon invité est Yannick Gottesman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Télécom Sud Paris et expert en optique. Alors, c'est un vaste sujet et on va parler plus particulièrement de médecine computationnelle. Alors, c'est pas un gros mot, c'est une composante informatique de la médecine destinée à assister le médecin dans sa pratique. Yannick, en quoi consistent vos travaux ? C'est d'exploiter des images de façon informatique ou de façon numérique pour avoir une image vraiment informative. On parle d'imagerie computationnelle. Dans le passé, je travaillais beaucoup sur l'analyse des composants photoniques qui étaient utilisés pour les télécoms. C'est un jeu où on envoie des photons sur des composants, où on regarde les photons qui sortent, et à partir de là, on en déduit des propriétés de composants et donc de la matière. Et donc, c'est une transposition de ce type de travail sur les sujets biologiques. Quand on a préparé ce podcast, vous m'aviez en effet expliqué que vous utilisiez les photons comme des sondes pour raconter la matière. Alors, ça veut dire quoi exactement ? Mais raconter la matière, alors, ce n'est pas juste regarder des images, c'est plutôt trouver leurs propriétés locales. Bon, on a tous l'habitude de mettre le nez dans le microscope et donc de voir des morphologies de tissus. Ce n'est pas suffisant à l'heure actuelle, car on veut avoir des diagnostics beaucoup plus précis. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre, grâce à l'interaction entre la lumière et l'échantillon, ce qui se passe dans l'échantillon. Et donc les photons sont des sondes qui permettent de récupérer des propriétés locales de l'objet. Est-ce qu'il y a un vrai besoin de sonder les tissus biologiques aujourd'hui ? Alors je pense que oui, il y en a. Enfin, c'est pour ça qu'on est sur ce type de sujet. Il y en a beaucoup, et il s'agit maintenant de prévoir l'avenir. Donc sur les sujets qu'on envisage, nous, le premier besoin qui est vraiment discuté par les biologistes, c'est de comprendre les processus biologiques. Donc il y a plein de sujets où finalement on ne comprend pas exactement ce qui se passe au niveau de la matière, et donc on a besoin d'avoir des informations plus précises pour essayer de comprendre les processus et donc les modéliser, et donc pouvoir prévoir. La deuxième chose, c'est aussi sur les aspects thérapeutiques, notamment quand on met en place des nouveaux médicaments. On a besoin aussi de voir, d'observer et de comprendre les interactions entre les molécules qui sont utilisées dans les médicaments et leur interaction avec les cellules. C'est un besoin de visualisation et de compréhension d'interaction. Et enfin, le dernier plan, c'est le diagnostic médical, où quand on va à l'hôpital, en fait, on a toute une batterie de tests qui peuvent exister. Si on pouvait en faire des nouveaux, plus rapides et moins coûteux, du coup, ça permettrait de libérer du temps d'experts pour analyser ces échantillons grâce à des analyses d'images, notamment par ordinateur. Et donc, ça permettrait de faire des diagnostics aussi plus précis. C'est en fait finalement un autre type d'approche sur la thérapie ou sur le suivi des patients dans un milieu hospitalier. Si vous aviez un exemple précis d'application à nous donner, ce serait quoi ? Je vais parler de la malaria. Donc la malaria ou le paludisme, ce qui est la même chose, correspond à une infection par un parasite dans le sang. Ce parasite va proliférer et donc contaminer beaucoup de cellules. Quand il est suffisamment développé, on arrive à le repérer assez facilement. Par contre, quand il est peu développé, on a besoin de faire des tests sur un certain nombre de cellules. Typiquement, l'ordre de grandeur, c'est analyser 200 000 globules rouges, voire 1 million. Et trouver un parasite dedans. C'est-à-dire qu'on est obligé de rechercher des événements rares, ce qui est très consommateur de temps. Le plus tôt on est capable de trouver la présence de ce parasite, le plus tôt on est capable de traiter le patient. Raccourcir le temps de diagnostic est une chose importante, et de le faire de façon le plus précoce possible aussi. Alors, qu'est-ce que vous apportez comme solution technique ? On développe une technique d'imagerie qui est basée sur un microscope qui est assez standard, mais sur lequel on contrôle de façon assez particulière la source d'éclairage de l'échantillon, donc c'est une source d'excitation. On enregistre différents clichés, différentes images sur l'échantillon, et à partir de ces informations, on traite ces données à travers des modèles de l'échantillon plus du microscope pour revenir aux paramètres modèles physiques qui vont décrire l'objet qu'on a. Donc c'est ce qu'on appelle de l'imagerie computationnelle. Donc l'enjeu de cette imagerie, c'est de reconstruire de l'information, notamment d'avoir des informations sur l'épaisseur de l'échantillon local, sur son indice optique, sur son épaisseur 3D. Donc c'est des informations qui sont très enrichies et qui vont permettre de diagnostiquer de façon beaucoup plus précise l'échantillon qu'on observe. On est vraiment entre la recherche fondamentale et l'appliquée. Est-ce que vous avez noué des collaborations avec des instituts ou des entreprises ? Oui, alors c'est un travail qui ne peut pas, de mon point de vue, être fait de façon autonome. C'est un travail qui est interdisciplinaire. Et pour le mettre en place, premier type de partenaire, c'est des industriels. L'industriel avec lequel on travaille beaucoup actuellement, c'est la société Tribun et sa filiale T-Life, qui s'occupe de développer des solutions d'imagerie de nouvelle génération et dont finalement l'objectif c'est de mettre en place des automates de diagnostic ultra précis. Deuxième type de partenariat qu'on a, c'est avec la PHP.
à travers plusieurs hôpitaux, dont l'hôpital Saint-Antoine, sur lequel on travaille sur les questions de maladies du sang hématologiques, c'est-à-dire leucémie principalement. Un des enjeux portés par cet hôpital, c'est de comprendre la relation entre les aspects génétiques et morphologiques. Et pour qui dit relation entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut être capable de distinguer très finement ce qui se passe au niveau de la morphologie des globules blancs. Et grâce à leur technique statistique et donc à toute une batterie d'autres tests, faire ces liens. Et une fois que ces liens sont établis, du coup, ça permet de donner d'autres types d'investigations pour comprendre et étudier la maladie et éventuellement faire des thérapies. Le deuxième pont qu'on a, c'est aussi avec l'hôpital Avicenne. Et là, c'est aussi sur des sujets qui vont être connexes avec les maladies du sang. Et enfin, on a aussi la Pitié-Salpêtrière sur la question du paludisme. On s'occupe de développer des tests pour diagnostiquer très rapidement la présence ou non dans le sang d'un parasite. Vous vous inscrivez complètement dans ce qui se fait comme type de recherche, c'est très tendance actuellement. Je vais peut-être remettre les choses dans un contexte, c'est-à-dire que l'imagerie computationnelle appliquée à la biologie, je pense que c'est un sujet qui est relativement tendance actuellement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à travers le monde, puisque justement on a des capacités d'imagerie qui sont bonnes, on a des outils de calcul qui sont très performants, ce qui permet d'adresser un nouveau type de problème grâce à les deux réunis. Donc tendance, mais aussi originalité. Nous, on a choisi de construire une équipe interdisciplinaire sur ce sujet-là, qui réunit à la fois des compétences en optique et des compétences aussi en machine learning. C'est des données qui sont difficilement interprétables par un humain. Notamment, on peut les raconter à travers des modèles physiques, mais pour essayer d'en faire quelque chose, et donc de sortir des informations de haut niveau, du coup, on est obligé de les exploiter avec la construction de réseaux profonds. L'originalité qu'on a, c'est que plutôt que d'utiliser des machine learning juste pour analyser une grande quantité de données, on greffe aussi dans ces réseaux de neurones une intelligence du modèle physique qui permet de comprendre l'échantillon. Quels sont les retours que vous avez de vos partenaires ? Le premier qui nous a tout à fait intéressés, c'est l'impact auprès des biologistes. Donc, il suffit d'aller les voir et de leur montrer les images pour qu'ils aient les yeux écarquillés. Donc, notamment, il y a des images qu'on leur présente qu'ils n'ont jamais vues. Ils redécouvrent des propriétés du globule blanc qu'ils connaissaient par ailleurs, mais qu'ils n'avaient jamais vues de façon observationnelle, par l'optique. Pour le paludisme aussi, actuellement, c'est un test qui est difficile par imagerie médicale. On s'aperçoit que les échantillons qui ont été analysés avec nos techniques, en fait, sont tout à fait pertinents pour ce type de maladie. Cette communauté de chercheurs qui est hospitalière, en fait, a un pied aussi dans l'hôpital. Donc, c'est-à-dire que tout de suite, ils sont capables de faire le lien entre ce qu'ils voient et le diagnostic final qui va apparaître. Et du coup, comme je suis curieuse, quelles sont les prochaines étapes ? Ce qui m'intéresse particulièrement en termes de recherche et de développement, c'est de miniaturiser en fait l'ensemble. C'est-à-dire d'arriver à des dispositifs qui sont très compacts, très petits, notamment si on a besoin de faire un diagnostic hors domaine hospitalier. C'est-à-dire que, imaginons l'Afrique qui a des cas de paludisme qui sont quand même assez nombreux, d'avoir des stations très légères qui tiendraient dans la poche et qui permettraient de faire le diagnostic, ce serait intéressant parce que ça permettrait de mailler le territoire et donc de mailler l'endroit où il y a des réservoirs de paludisme et potentiellement de l'enrayer. Donc ça, c'est un premier axe de travail. Le deuxième, c'est aussi de développer des automates de plus en plus précis et puis de les amener jusqu'au stade hospitalier pour qu'ils soient efficaces. Il y a un troisième axe aussi qui m'intéresse également, c'est de passer d'une imagerie 2D, voire 2D+, à une imagerie complètement 3D, c'est-à-dire de représenter les cellules en volume et d'aller naviguer dedans pour aller mieux étudier les cellules de l'intérieur. Ce qu'on vise, c'est d'ici 2-3 ans, avoir des premiers microscopes, des automates disponibles, notamment pour les cas simples de leucémie et également pour le paludisme. Après, on va étendre au maximum ce type d'approche aussi sur d'autres types de pathologies. 2-3 ans, c'est un point de départ pour avoir une application qui fonctionne. En conclusion, comment vous pourriez définir cette révolution ? Donc on est passé donc d'une étape de marquage des cellules par coloration à des marqueurs numériques qui vont faire le travail à la place des marqueurs chimiques. Et ce qui offre beaucoup plus de possibilités puisque ces marqueurs chimiques dénaturent le tissu et donc empêchent de l'étudier, donc de mieux le comprendre. Merci Yannick Gottesman d'avoir pris le temps de nous expliquer vos travaux qui vont bouleverser le diagnostic dans les années qui viennent et en plus c'est du court terme. Merci, au revoir. C'était Science Num, un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Sociétés Numériques. Restez à l'écoute, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. À bientôt.